Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler des flops ciné de l'année 2024, les films que j'ai le moins aimés de l'année. Alors, je suis désolé, cette vidéo, elle aurait dû sortir plutôt en janvier. J'ai un peu traîné parce que j'aime pas la faire, tout simplement. Les films que j'ai pas aimés, j'ai pas envie d'en parler, je préfère les oublier au plus vite. Et puis, cette vidéo, c'est aussi un peu déverser de la haine comme ça sur 10 films français en plus, qui n'ont rien demandé. Mais bon, ça fait partie du jeu, ça fait partie des vidéos classiques lorsqu'on fait de la critique sur YouTube. Donc, je me plie à l'exercice et on va commencer. Mais alors, petite précision, oui, les deux premiers films de ce classement sont plus vraiment des déceptions. Hein. C'est pas les pires films de l'année, loin de là, mais c'est des films qui m'ont déçu. J'en attendais quelque chose et finalement, ça m'a pas plu. Mais c'est loin d'être des mauvais films. Et c'est parti, on commence avec le numéro 10. Tu sais, pendant toutes ces années, j'ai beaucoup pensé à toi. À nous, à ce qu'on était. Parce que t'avais tout gagé. L'amour ouf. C'est l'histoire de Jackie et Clotaire qui vont vivre une histoire d'amour passionnelle ou toxique, hein, ça dépend de comment on voit les choses, et sur fond de banditisme, de mafia, de misère sociale. C'était une des grosses sorties de l'année, 35,7 millions d'euros, et un gros paquet de têtes d'affiche, hein, Del Exarchopoulos, François Civil, Alain Chabat, Jean-Pascal Zadi, Vincent Lacoste et j'en passe. Bref, j'étais vraiment emballé, en plus le film était super long, quasiment 3 heures, il se voulait violent, il se voulait aussi artistique, enfin il y avait vraiment un propos, il y avait moyen de faire un grand film. Et c'est pas du tout un mauvais film, hein. D'ailleurs quand je suis sorti de la salle, vous pouvez écouter ma critique, j'étais plutôt emballé, hein. J'avais bien apprécié le film, qui est notamment visuellement assez impressionnant, il y a quand même pas mal d'effets, il y a pas mal de choses, la mise en scène, la musique, ça envoie du lourd, mais avec le temps, les belles images elles s'effacent un petit peu, et il reste pas grand chose. Sur le fond, c'est quand même une histoire qui est vue et revue, qui n'a pas vraiment d'originalité, qui n'a pas vraiment de propos, qui m'a pas particulièrement marqué. Donc ce film, il vaut le coup quand même, hein, pour les acteurs, pour la proposition artistique, mais finalement, c'est pas un film très touchant. Je vous conseille bien plus Leurs enfants après eux, qui est plus humble comme film, mais qui est aussi beaucoup plus profond. Et voilà, je vais essayer de passer assez rapidement sur les films. J'ai vraiment pas envie de m'étendre et de déverser tout plein de méchanceté, de haine sur des films qui peuvent être très bien et qui ont peut-être touché d'autres gens. Donc je passe au numéro 9. Qui êtes-vous? Je suis le comte de Monte Cristo. Le comte de Monte Cristo. Alors je le répète, hein, je trouve pas que ce soit un des pires films de l'année 2024. Loin de là, il a plein de qualités objectives, mais c'est de très loin ma plus grosse déception ciné de l'année, voire peut-être la plus grosse déception ciné de toute ma vie que j'ai eue. Le film, je vous disais, il a plein de qualités. Oui, les décors sont dingues, les costumes, le rythme est super bien maîtrisé. T'en as vraiment pour ton argent, c'est assez incroyable pour un film français. C'est 3 heures de spectacle. Ouais, mais derrière le spectacle, y a pas grand chose. Donc perso, j'ai pas trop adhéré. C'était trop linéaire, trop plat dans la narration. J'avais vraiment l'impression d'être devant un Marvel avec l'origin story d'un héros qui va se faire bolos, mais après ensuite il se prépare et puis il se venge des méchants. Ça manque de subtilité, ça manque de rebondissement. L'histoire, elle m'a pas captivé. Mais c'est bien sûr mon avis, hein, et c'est cool que le film ait fonctionné. Je veux pas faire mon vieil aigri, c'est quand même une proposition qui est assez incroyable là dans le paysage cinématographique français. Je vous renvoie à ma critique si vous voulez en savoir un petit peu plus sur pourquoi moi il m'a pas parlé, mais c'est cool qu'il ait aussi bien fonctionné et j'espère qu'on aura encore des films ambitieux de cet acabit-là. Et je passe maintenant au film numéro 8. Molière, il faudrait reprendre. Place au théâtre! Le Molière imaginaire. C'est le premier film d'Olivier Py. C'est un dramaturge qui, pendant longtemps, a été directeur du Festival d'Avignon. Je vous dis peut-être une bêtise, mais je crois que maintenant, c'est plus lui. Le Festival d'Avignon, qui est un très grand festival de théâtre avec tout plein de propositions très chouettes. Et ça se passe bien évidemment à Dunkerque. Et donc ici, Olivier Py réalise son premier film sur le théâtre évidemment, qui raconte la dernière pièce de théâtre de Molière, parce que selon la légende, Molière serait mort pendant une représentation du Malade imaginaire. Ce film-là, je voulais pas forcément le mettre dans mes flops à l'origine. Il s'est retrouvé là un peu par défaut, parce qu'il m'en manquait un là pour caler l'étagère et avoir les 10 bien comme il faut. Et parce que j'ai pas vu tant de gros navets que ça cette année finalement. Quand je sens qu'un film va vraiment pas me plaire, j'évite d'aller le voir tout simplement. Donc, c'est pas un bon film, enfin, je trouve pas, mais c'est pas une arnaque non plus. Le film est construit sur l'idée d'un immense plan séquence.
un faux plan séquence, hein, bien sûr, mais il n'y a jamais de cut dans le film. On a une caméra qui va voyager de petite scénette en scénette. D'abord, on va aller sur la scène, on va suivre un dialogue entre deux personnages, hop, ensuite on va descendre, on va aller dans les coulisses, voir d'autres personnages, hop, puis on va dans les couloirs, on va dans les gradins, et sur le papier, bah ouais, c'est une bonne idée, enfin ça donne de l'originalité à ton film. Mais dans les faits, eh ben, ça plombe complètement le film et son rythme. Si on cut des films au cinéma généralement, c'est pas pour rien, c'est parce qu'on a besoin de ça, on a besoin de ce dynamisme. Là, eh ben, on n'a jamais de champ contre champ, on n'a jamais de cut, on n'a jamais de gros plans. Donc c'est très mou comme réalisation, donc il faut vraiment avoir des dialogues qui sont très bien écrits, qui sont très forts pour te tenir en haleine. Mais là, bah, j'ai pas trouvé non plus que ça soit le cas. En fait, le film est très prétentieux, il se perd dans des grandes tirades métaphysico-symboliques nigologiques. Ça manque de simplicité, ça manque de sincérité, ce qui rend le film, oubliable. Mais bon, ce que je vous disais avant, c'est pas une arnaque non plus. Laurent Lafitte en Molière, il fait tout ce qu'il peut pour habiter le personnage, et on sent qu'il y a quand même de l'amour derrière ce projet, c'est vraiment une déclaration d'amour, je l'ai déjà dit, désolé, mais au théâtre. Donc si cet univers très baroque, très théâtre, un peu fantasque, c'est votre délire, il y a moyen que le film vous parle malgré ses défauts. Moi, c'était un peu trop éloigné de mon univers pour moi, quoi. Et je passe au film numéro 7. Ce soir-là, ce n'est pas tout à fait une inconnue qui s'est approchée de moi. Florence ? Le roman de Jim, c'est l'histoire d'Emeric qui se met en couple avec Florence alors qu'elle est enceinte mais d'une autre relation. Et donc quand le bébé va naître, le bébé qui va s'appeler Jim, vous vous en doutez, Emeric va s'en occuper comme si c'était son fils, jusqu'au jour où, mais toc toc toc, qui sonne à la porte? Eh ben c'est le géniteur biologique qui réapparaît et qui prend de plus en plus de place. Ce film, il est un petit peu magique, parce que, objectivement, il n'y a rien qui fonctionne. Et pourtant, ça fonctionne. C'est très mal joué, alors c'est sûrement pas de la faute des comédiens qui ont déjà fait leurs preuves sur plein d'autres films, mais qui sont sûrement très mal dirigés. C'est très mal écrit, c'est très mal mis en scène, très mal réalisé. Et au niveau de l'histoire, mais ce film est pas très intéressant, hein, c'est très manichéen. Il y a les méchants, notamment la mère, hein, qui est psychopathe et un peu perverse narcissique, manipulatrice, qui va empêcher le pauvre Karim Leclou, qui est un peu nonchalant, de voir son fils. Et du coup, on a des dialogues qui sont totalement improbables, on a une réflexion qui est quasi inexistante, parce que l'histoire, c'est vraiment les gentils contre les méchants pas beaux. C'est trop peu subtil pour créer une vraie réflexion sur la parentalité, sur la place de chacun. À la sortie du film, mais personne ne se dira « Ah mais finalement, elle avait pas tout à fait tort la mère, non ?» Bah non. Mais au final, ce que je vous disais avant, eh ben, le film fonctionne quand même. On est ému, il y a des moments qui nous révoltent, il y a des moments qu'on trouve trop mignons. Donc, c'est pas un plantage total, hein. Le film arrive à créer de l'émotion, et c'est sûrement ça l'essentiel. Donc, je dirais pas du tout que c'est un mauvais film. C'est un délire un petit peu plus émotionnel qu'intellectuel, et au vu du sujet, c'est peut-être pas ce à quoi je m'attendais. Mais pas grave, hein. Sur le même thème, du coup, moi, j'ai nettement préféré Les Enfants des Autres avec Virginie Efira et Roche Dizem. D'ailleurs, la critique de ce film, c'est la toute première que j'ai fait sur ma chaîne. Du coup, j'ose pas aller la regarder, mais je dois être tellement pas à l'aise. Et allez, on passe au film numéro 6. Mais on joue à quoi exactement? Au loup-garou, papa. On joue au loup-garou. C'est la nuit. Tout le village s'endort. Loup-garou, c'est un film français Netflix avec Franck Dubosc et Jean Reno. Est-ce que j'ai besoin de développer? Bon, le film débute son histoire en plagiant Tranquillou Jumanji. Une famille joue au jeu de rôle loup-garou de tierce-lieu, quand soudain elle se fait aspirer dans le jeu, et elle se retrouve dans un village au Moyen-Âge dans lequel rôdent des loups-garous. Il y a un seul truc qui m'a fait rire dans ce film-là, c'est que dans le jeu de rôle loup-garou, 2 fois sur 3, t'es pas loup-garou, t'es pas sorcière, t'es pas petite fille. T'es juste un villageois, tu meurs au tout début, tu sers à rien, et tu t'ennuies pendant toute la partie. Et donc, comme dans le jeu de rôle, ici tous les persos, ils ont un rôle, ils ont un pouvoir, sauf une. Et du coup, ils se foutent de sa gueule en disant « Toi t'es juste une villageoise et tu sers à rien ». Et c'est tellement vrai. Mais sinon, c'est assez consternant, hein. C'est pas drôle, c'est pas bien joué, c'est pas intéressant. C'était attendu, hein. S'il y avait que ça, je l'aurais pas forcément mis dans les flops. Ce qui m'a énervé dans ce film-là, c'est que c'est vraiment le genre de film où t'as vraiment l'impression d'être pris pour un con. Je vous donne un exemple, au tout début, ils sont plongés dans le jeu, et donc il y a un personnage qui devient la petite fille. Et donc pour matérialiser ça, elle devient invisible. Donc tous les personnages, ils ont un moment de sidération. Sidération est un bien grand mot, c'est « Oh là là, mais tu es invisible ma fille, c'est incroyable !»
Mais ça dure 15 secondes. Après, tout le monde s'en fout. Mais ensuite, après ça, pendant encore 30 bonnes minutes, ils vont catégoriquement refuser de croire qu'ils sont dans le jeu. Ils ont juste atterri au milieu d'une fête médiévale et puis il y a quelqu'un qui a déplacé leur maison. Ouais. Mais putain, t'as quelqu'un de ta famille qui est devenu totalement invisible. En quoi c'est plus compliqué d'accepter l'idée que vous ayez voyagé dans un monde fantastique? En quoi être dans le jeu, c'est plus difficile à croire que quelqu'un d'invisible? Et tout est tout le temps comme ça. À un moment, cette fameuse petite fille qui est justement invisible, eh ben, elle met un manteau sur elle pour être visible, ce qui est déjà un concept un petit peu surprenant dans un village un petit peu hostile. Et à un moment donné, elle se fait pourchasser par un loup-garou. Bah enlève ton manteau! Les effets spéciaux, c'est aussi une petite catastrophe. Les costumes, les décors, c'est moche. Je suis désolé, mais prendre Jean Reno pour faire genre « Hey, regardez, c'est un nouveau Les Visiteurs », non, ça suffit pas. Le film aurait pu se retrouver vraiment dans le podium des flops. Ce qu'il sauve, c'est que je me dis, bon, c'est un film pour jeunes enfants, quoi. C'est pas le film familial le plus intelligent à voir, mais peut-être que si tu le regardes en famille, il y a peut-être, hein, j'ai dit peut-être, moyen de passer un bon moment. Enfin, en tout cas, on est clairement sur un film qui cible les enfants. Et allez, c'est au tour du numéro 5. J'arrive au café. Les habitués... Eh, c'est Fégane, tu penses à moi, hein? Va te faire foutre! Puis là, le téléphone, il sonne. Vous êtes sûr? Ça fait des années que je joue, putain. Et ça tombe juste à côté. À l'ancienne. C'est une comédie qui se passe sur une toute petite île bretonne, il y a environ 100 habitants, et Gérard Darmon et Didier Bourdon sont deux potes de l'île qui découvrent qu'un autre habitant de l'île a gagné au loto. Et donc, ils décident d'aller le voir pour devenir son pote, hein. Voilà, vous savez bien, hein, quand on devient riche, on a tout plein, tout de suite, beaucoup d'amis. C'est peut-être pour ça que moi j'en ai pas. Et bon, il découvre qu'il est mort parce qu'il a fait une attaque lorsqu'il a appris qu'il a gagné. À partir de là, ils mettent en place une genre d'arnaque pour que l'un d'eux se fasse passer pour le mort et puisse récupérer l'argent. Vous avez le scénario de départ, je sais même pas si j'ai besoin de vous parler du film, vous imaginez très bien de quel genre il s'agit. C'est une énième comédie française qui est avec un scénario déjà vu, qui est pas très inspiré, avec des dialogues qui sont pas très bien écrits, qui sont drôles une fois sur 10. On met une ou deux têtes d'affiche, comme ça va remplir un peu les salles, mais on sait très bien que le film a pas beaucoup d'ambition. Et ça m'énerve, parce que honnêtement, ce top, j'aurais pu le remplir juste de ça, de comédie un peu vite française. Donc bon, là c'est tombé sur à l'ancienne, parce qu'un top rempli de comédie, ça aurait pas été très intéressant. C'est pas la pire comédie qui soit, c'est juste sans intérêt, quoi. C'est fait à la va-vite, pas forcément pour les bonnes raisons. Ça se regarde, hein, ouais, pourquoi pas, mais c'est tout. Bon, je passe très vite sur le film, hein, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, c'est un buddy movie avec nos deux escrocs qui vont tout faire pour décrocher le gros lot, et donc ils vont devoir mentir, fricoter avec la pègre, se déguiser, se faire des faux papiers, etc. pour passer les différentes barrières administratives. Et comme son nom l'indique, on est sur un film qui fait très à l'ancienne, hein. Il y a quelque chose de très vieillot, de très daté dans ce film-là. Il y a quelques jolis paysages, on sourit devant Didier Bourdon qui cabotine comme jamais, mais on s'ennuie pas mal aussi, hein. J'ai rien d'autre à vous dire dessus, ce film il est exactement comme vous l'imaginez. J'enchaîne donc avec le numéro 4. Enfin Caroline, Santiago, ou d'autres, hein, franchement. Ou d'autres. On pratique le sexe en groupe. Chacun ses hobbies en même temps, hein. Moi c'est la flûte. Et plus si affinité. Après Didier Bourdon, on retrouve un autre membre du trio des inconnus, cette fois c'est Bernard Campan qu'on retrouve à l'affiche de cette comédie sur le libertinage. Un couple bourgeois, un peu vieux jeu et usé par le temps, invite à dîner leur jeune voisin qui pratique l'échangisme. Et ce film a obtenu tout plein de prix à l'Alpe d'Huez, les critiques sont plutôt pas mauvaises, mais du coup je crois que je suis complètement passé à travers ce film, où je vous jure, je n'ai pas ri une seule fois. J'ai vraiment pas compris où il voulait en venir. J'ai trouvé que tous les personnages étaient désagréables déjà, et puis caricaturaux au possible. Un film sur l'échangisme, je dis oui, hein, j'ai vraiment rien contre le sujet, je trouve ça au contraire super intéressant. Mais dans ce cas présent, j'ai même pas trouvé que ce film parlait tant de ça. C'est plus un film sur les problèmes relationnels d'un vieux couple de bobos parisiens. Et je crois que j'en ai rien à secouer en fait. Les soucis sexuels de bourgeois, non quoi, je m'en fous. Donc j'ai pas réussi à me sentir investi une seule seconde dans cette histoire. Et pourtant, je vous le disais, ce film il a plutôt été bien accueilli par la critique, beaucoup plus que la plupart des comédies françaises. Il a donc sûrement tout plein de qualités que moi j'ai pas perçues. Peut-être, hein. Bon, et maintenant, si on prenait une petite dose de Didier Bourdon avec le film numéro 3. Oh putain! Merde.
Cocorico! Alice et François sont un petit couple tout mignon qui décide de faire se rencontrer leurs deux familles et de leur offrir un cadeau original, des tests ADN pour que chacun puisse découvrir ses ancêtres. Mais cette surprise, elle va virer au fiasco quand les Bouvier sauvages, une grande famille aristocrate, et les Martin, une famille un peu plus modeste, vont découvrir leurs résultats qui sont pour le moins inattendus. J'étais curieux de découvrir ce film pour son casting, hein, une joute entre Didier Bourdon et Christian Clavier. En vrai, ça pouvait être sympa, mais j'ai pas du tout adhéré au délire. Déjà, le scénario, il est prévisible à 1000%, et puis qu'est-ce que c'est lourdingue! Allez, on va se moquer des Boches, oh là là, des plombiers portugais, et puis des Amérindiens, parce que au moins ils risquent pas trop de venir nous emmerder. J'ai même pas trop compris l'idée de départ, parce que Christian Clavier, ok, il a un château, il est noble, il est vraiment riche, mais Didier Bourdon, il fait aussi partie des gens aisés, hein. Il a un bon taf, il a une maison, il est pas au RSA, donc j'ai pas vraiment trouvé qu'il y avait d'opposition entre les deux, d'autant que ça se retrouve pas non plus dans leur posture, dans les dialogues, non, ils s'insultent un peu de la même manière, et du coup tout l'aspect un peu social du film passe à la trappe, et toutes les vannes vont tourner autour de l'origine des personnages, mais c'est vraiment en mode haha, t'as des origines portugaises, mais je me disais bien que t'avais la fouffe poilue, hein. Pensant qu'est-ce qu'on se bidonne. Et pourtant, je vous jure, hein, je suis pas un chevalier du bon goût. Hein. Par exemple, j'ai beaucoup aimé Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, que je trouve sincèrement drôle, mais ici avec Cocorico, je suis vraiment resté de marbre. Et allez, on se rapproche de la fin, hein. C'est parti pour le film numéro 2. Vous avez un peu plus de 24 heures pour éteindre l'incendie. Le salaire de la peur. Une équipe de choc, à pic, a moins de 24 heures pour convoyer 2 camions qui sont remplis d'explosifs, et ça à travers une région hostile pour empêcher une terrible catastrophe. Ce film est un remake d'un classique du cinéma français, Le salaire de la peur d'Henri-Georges Clouzot, qui est sorti en 1952. Et dans ce remake, on est sur un bon gros nanar. Allez, des gros camions, des gros fusils et des grosses explosions. Ici, l'histoire elle est complètement anecdotique, les personnages ils sont pas charismatiques du tout parce qu'ils sont beaucoup trop caricaturaux. Et alors, dans l'original, les persos, ils affrontaient des problèmes pratico-pratiques. Ici, c'est juste « Oh là là, il y a une fusillade !» Allez, on continue un petit peu, puis refusillade. Et allez, on continue encore, et « Oh, encore une nouvelle fusillade !» Mais ce qui rend ce film pas du tout intéressant. Et voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire, c'est un énième nanar avec Franck Gastambide. Et ça y est, on passe au film numéro 1. Ma séance ciné la plus désagréable de l'année. Ton film, comment ça va? Les techniciens sont énervés. Vas-y, ferme ta gueule, toi, je te Pardon pas. Qu'est-ce que tu Arrêtez, oh! Les acteurs font n'importe quoi. T'es peut-être une grande vedette, bravo, mais t'es surtout un énorme fils de pute! Making of. C'est l'histoire de Simon, un réalisateur qui débute le tournage d'un film qui raconte le combat d'ouvriers pour sauver leur usine. Mais entre les magouilles de son producteur, les acteurs qui sont incontrôlables et les techniciens qui sont à cran, il est vite complètement dépassé par les événements et abandonné par ses financiers. Et donc, il va y avoir un mouvement social dans sa propre équipe, ce qui est un petit peu méta parce que son film parle justement d'un mouvement social. Et donc, il va avoir dans tout ça un seul allié, un jeune figurant à qui il a confié la réalisation du making-of. Vous voulez savoir pourquoi ce film il est premier? Qu'est-ce qu'il a de pire que tous les autres? Tous les autres films du classement, bon, je les ai pas trouvés bons ou pas adaptés à moi, c'est le jeu du cinéma, on voit des choses qu'on aime, qu'on n'aime pas, mais voilà, après on passe à autre chose et il n'y a pas de souci. Le seul film qui m'a profondément énervé, le seul devant lequel j'ai eu l'impression d'être en permanence pris pour un con, c'est celui-là. En fait, on a un réalisateur de cinéma qui fait un film pour nous dire que le cinéma c'est de la merde et qu'on est vraiment des cons d'être allé voir son film. Je vous donne un exemple. L'intro du film, c'est un désaccord entre les producteurs et le réalisateur. Les producteurs, ils veulent un happy end, alors que le réalisateur, il veut une fin triste, qui colle d'ailleurs beaucoup mieux à la réalité des événements, puisque le film s'appuie sur des événements qui ont vraiment eu lieu. Et le point de départ, c'est vraiment ça. Pendant toute l'intro, on a le réal qui va péter un câble parce que les producteurs de merde, ils niquent le film, parce qu'il va y avoir une happy end, et que son film c'est de la merde, c'est à cause des financiers qui font n'importe quoi. Et dans ce film-là, je vous pose la question, alors, le vrai film, Making of, comment il se termine? Il se termine bien. Donc on est d'accord que le film est en train de nous dire que ce propre film a été niqué par les producteurs et que c'est de la merde.
Et tout dans ce film-là, c'est ça. Ce film est là pour nous dire que le cinéma a été perverti, c'est de la merde, les comédiens sont cons, les techniciens sont cons, les producteurs sont cons. Le seul qui est un petit peu intelligent, qui est visionnaire, c'est ce petit réalisateur là qui fait le making-of, l'assistant, dans lequel s'identifie Cédric Kahn, le réalisateur, qui est le seul qui est intelligent parmi cette ramasse d'abrutis. Je vous donne un autre exemple. Jonathan Cohen joue dans le film, et il joue 100% son propre rôle. Je pense que tout le monde s'en aperçoit sauf lui. Et le film nous dit, vous voyez Jonathan Cohen là, vous l'aimez bien hein? Eh ben regardez en vrai, comme il est con. Regardez, moi je vais lui dire de bien fermer sa grande gueule de con. Et donc dans ce film, on a vraiment une scène avec un personnage qui dit à Jonathan Cohen, et il le dit vraiment à Jonathan Cohen, pas à son personnage, de fermer sa gueule et d'arrêter de faire chier son monde. Donc Cédric Kahn, si le cinéma te fait chier à ce point là et que tout le monde est débile sauf toi, bah très bien, ok, y a pas de souci, tu penses ce que tu veux. Mais dans ce cas-là, va élever des chefs dans le Larzac. Mais respecte un tout petit peu les spectateurs. Donc ce film m'a profondément énervé, et si vous voulez pas aller dans la méta-analyse, bah c'est pas non plus drôle, hein, c'est pas intéressant, l'histoire n'a aucun intérêt, et au milieu on a bien sûr une histoire d'amour qui est nulle, qui est toxique et qui est complètement cliché. Donc c'est pour moi le pire film que j'ai vu en 2024. Enfin, pire film, vous avez compris, hein, c'est personnel, c'est celui devant lequel j'ai passé le plus mauvais moment. Et vous alors, c'est quoi votre classement du pire? N'hésitez pas à me partager les films qu'il faut surtout pas voir. Et moi, je reviens très vite avec un peu plus de positif et mes coups de cœur de l'année dernière. D'ici là, allez au cinéma et mangez des pizzas!